souhaitons une bonne année, une bonne santé. Alors, la meilleure manière de commencer l'année est cette conférence sur la vraie alimentation, sur l'agroécologie. C'est un honneur pour nous d'ouvrir la conférence d'Oxford sur la vraie agriculture, qui est en ligne pour la première fois cette année. Je m'appelle Charlotte et je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis à Genève, en Suisse. Je travaille pour la Fondation Biovision. Nous sommes une ONG basée en Suisse et nous nous concentrons sur l'agriculture écologique, biologique et régénérative en Afrique de l'Est et en Suisse. Cet événement est co-organisé par l'IFOAM Organique International. C'est l'organisation principale mondiale pour l'agriculture biologique, la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. Elle soutient toutes sortes de mouvements qui représentent l'agriculture biologique dans leur pays. Et étant donné qu'il s'agit de la première partie de la conférence, je vais commencer par quelques points d'ordre logistique pour que vous puissiez communiquer avec nos orateurs. Vous pouvez contribuer à nos séances de 3 manières différentes. Tout d'abord, vous pouvez poser une question aux orateurs en utilisant le bouton « Poser une question » en bas de votre écran. Nous vous demandons de poser vos questions de cette manière plutôt que via le chat. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires sur le chat que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Vous devriez y voir « Say something nice » en anglais. À la fin de nos 55 minutes, nous suivrons avec une salle Zoom séparée pour une discussion approfondie avec les orateurs. Un lien Zoom vous sera envoyé via le chat à la fin de la séance pour que vous puissiez vous connecter à cette réunion Zoom séparée pour les questions posées à nos panélistes. Voilà pour les points logistiques. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Les politiques qui peuvent soutenir et dans quelques cas permettre l'agriculture régénérative et biologique. Lui permettre de prendre soin de la terre. Alors malgré les stéréotypes sur l'agriculture, l'agroécologie et d'autres approches transformatives, malgré ce que l'on dit qu'ils ne peuvent pas alimenter la planète, nous avons des preuves qu'avec les bons encouragements, ils sont capables de le faire. Et cela exige le développement de politiques et de systèmes de subventions qui sont déjà disponibles dans un certain nombre de pays du monde. Elle remplace des mesures telles que les subventions pour les engrais, avec l'investissement par exemple dans la recherche participative. Elles permettent de partager des solutions localement adaptées, qui auront probablement de bons résultats. Les gouvernements, eux aussi, commencent à reconnaître le besoin urgent de transformer nos systèmes alimentaires. Ce besoin est encore plus pressant en raison de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, il y a de bons exemples, mais ils sont assez rares. Des exemples de gouvernements du monde entier qui ont élaboré des politiques innovantes, qui mettent en œuvre des principes de l'agroécologie et de la résilience. Aujourd'hui, je vous propose de passer par 3 continents différents. Je veux vous demander de rejoindre 3 décisionnaires politiques d'Inde, du Danemark et d'Ouganda. Ils vont nous parler des bonnes pratiques politiques qu'ils permettent de mettre en place et qui rendent possible la transformation à long terme des systèmes agricoles et alimentaires de leur pays. Nous aurons 3 présentations, 15 minutes chacune, avec des questions de clarification. Nous passerons ensuite à une séance de questions-réponses pendant 20 minutes. Comme vous le verrez, certaines des présentations ont un contenu assez long. Vous aurez probablement beaucoup de questions pour comprendre comment fonctionnent les différentes politiques. Je vous encourage donc à nous rejoindre pour la discussion par la suite.
dans un appel Zoom séparé. Commençons notre trajet par l'Inde. Notre premier orateur est le directeur exécutif d'un projet étatique dans le gouvernement d'Himachal Pradesh, en Inde. Le docteur Chandel a mené initiative pour rassembler 80 000 agriculteurs dans les 12 districts de l'Himachal Pradesh. Il a pour vision un système à long terme qui servirait aux 900 000 agriculteurs dans l'État et qui les relierait aux consommateurs. Monsieur Chandel, pourriez-vous nous partager les détails de votre plan pour communiquer avec un grand nombre d'agriculteurs qui transformerait le système alimentaire en un système vraiment durable? Plus spécifiquement, j'aimerais mentionner Monsieur Gabor, remercier Monsieur Gabor. Il nous a invités à cette conférence très importante. Merci beaucoup pour cela. Et j'aimerais maintenant vous expliquer comment notre région, dans les montagnes des Himalayas, travaille. Donc, je vais partager ma présentation avec vous, j'espère. Je vais parler sur les systèmes alimentaires durables et notre plateforme, le SUSPNF, et de notre travail. Nous avons un système très fort des exploitants. Nous avons plus de 95 000 exploitants dans notre système. Et on travaille avec la théorie de l'agriculture neutre. Nous travaillons avec des différents aspects comme le Jivamrit et l'Arshbaden que vous voyez sur l'écran. Puis, il y a un troisième aspect, ça c'est le WAPSA, où nous essayons d'aérer un peu les terres avec des vapeurs de l'eau. Et puis, il y a le Bijamrit aussi, où nous traitons les semences. Donc, l'agroécologie est utilisée. Comme vous pouvez voir, en appliquant le Jivamrit, nous augmentons l'efficacité, nous essayons de recycler. Avec la Chaden, nous travaillons une fois de plus avec des synergies, le recyclage. Et nous augmentons aussi la résilience des systèmes. Avec le WAPSA, nous augmentons l'efficacité aussi. Nous avons établi notre système productif et les exploitants produisent des différentes cultures, des fruits ou des cultures plus traditionnelles basées sur l'agriculture traditionnelle, donc et sans utiliser des chimiques. En utilisant ces 5 principes à travers notre système productif, on a des bons résultats. Et c'est ainsi que nous avons créé notre plateforme pour des systèmes alimentaires durables. Ceci est un système naturel dans la région Pradesh. Nous avons une base très très forte, comme j'ai déjà mentionné. Nous avons plus de 95 000 exploitants qui utilisent ces pratiques. Et puis, il y a un autre schème traditionnel qui a été fourni par le gouvernement indien et nous nous concentrons également sur les ODD. Donc, on a 7 ODD
Maintenant, nous devons nous concentrer sur la durabilité à travers des systèmes naturels. Donc, nous nous concentrons sur une chaîne de valeur qui lie les producteurs à travers les principes de la transparence et la traçabilité. Donc, du marché, on peut tracer la production. Et puis là, on peut vraiment voir la vraie valeur. Donc ça, c'est notre nouveau... c'est ça que nous nous concentrons dessus maintenant. Nous travaillons avec des panchayats qui sont des groupes de villages dans la campagne. Nous avons beaucoup d'exploitants, des agriculteurs qui sont formés. Et maintenant, les agriculteurs puissent être formés et puis apprendre des autres agriculteurs comment utiliser ces systèmes. Nous voulons aussi nous concentrer sur les petits exploitants. Notre région a beaucoup de montagnes. Plus que 87% de nos exploitants sont des petits exploitants. Donc, il faut vraiment travailler avec ces personnes-là. Et ici, vous pouvez voir que aux marchés locaux, nos produits sont là. Mais il faut transformer ces marchés désorganisés vers des marchés plus organisés. Donc, quelles sont nos stratégies? Pour créer cette plateforme, nous sommes actuellement dans le processus de créer des groupes industriels et aussi créer des groupes de villages et des organisations des producteurs agricoles, des FPO en anglais. Ces FPO vont travailler avec quelques groupes, quelques clusters en anglais. Et ils vont travailler sur des marchés du e-commerce. Et utiliser la technologie avec ces groupes et ces clusters. Et comme ça, on puisse créer des franchises à la base. Il y a quelques défis. En Inde, 20% des agriculteurs, des producteurs et des entreprises productives ont des défis comme pour la capitale, des compétences. Pour l'instant, nous avons 22 FPO, Organisation des producteurs. Mais les chaînes de valeur sont sous-estimées. Donc, nous voulons créer une base de beaucoup d'agriculteurs dans les prochaines années. Mais on a eu des difficultés dans le passé en travaillant avec ces personnes. Donc, à travers la technologie, on peut lier les producteurs avec les marchés grâce à la technologie, mais aussi avec la traçabilité. Donc, c'est quoi le système alimentaire final? Nous avons créé un prototype dans les 4 zones agroclimatiques. Nous avons des différentes zones, comme j'ai mentionné, qui ont des variations dans la température, par exemple. Et cela va avoir un impact. Donc, un prototype va être commencé bientôt. Nous avons une méthodologie à court terme. Comment est-ce qu'on va rassembler tous ces produits
et le ramener. Et puis mettre en œuvre ce système avec succès. Donc, il faut d'abord avoir une base de production très forte. Après, il faut créer les organisations des producteurs à travers une plateforme informatique. Puis, il faut cartographier les ODD et puis prendre des décisions politiques au niveau gouvernemental. Tout cela va nous permettre d'avoir cette base de production et de l'amener vers les consommateurs avec la traçabilité. Donc ici, les consommateurs et les entrepreneurs sont directement liés avec les producteurs grâce à la technologie. Nous avons créé un système de certification. Et donc, le meilleur agriculteur va avoir 3 étoiles et le pire avec 1 étoile. Donc, si un agriculteur a qu'une étoile, avec 2 étoiles, il va travailler sur la terre, mais avec des principes très naturels. Et avec 3 étoiles, c'est tout le système est entièrement biologique et naturel. Donc, toutes ces valeurs vont être mises à jour sur un système technologique, informatique. L'agriculteur avec 3 étoiles va bénéficier à travers des différentes procédures. Après notre présentation, vous pouvez voir comment nos agriculteurs ont pu diversifier leur culture et comment ils ont augmenté la qualité de leurs produits. Donc, cette diapositive va montrer comment il a fait toute cette agroécologie. On a des modèles qui ont eu beaucoup de succès en Inde. Il y a Didi Kitchen et des autres photos que vous pouvez voir sur votre écran. Et c'est ça qu'on aimerait mettre en œuvre dans notre région. Mais toujours, notre travail va être basé sur la transparence et la traçabilité et lier les agriculteurs avec les consommateurs. Ce n'est pas seulement la liaison entre le producteur et le consommateur. Nous travaillons avec le HLPE CFS 46. Nous nous concentrons sur les ODD aussi et les UNCCD. D'ici 2030, il doit y avoir une réduction de 30% de la dégradation des terres. Nous avons quelques avantages. Nous nous concentrons sur les ODD 1, 2, 6, 8, 9, 12 et 15. Nous voudrions accroître l'agrobiodiversité. Nous allons protéger les écosystèmes des immeubles qui sont assez fragiles. Et on va aussi restaurer les terres et le bien-être socio-économique, tout à travers l'agroécologie et l'agriculture. J'ai déjà expliqué un peu les ODD. Ici, notre point fort, c'est qu'on a créé une brochure avec la FAO et le INRAE qui a rassemblé toutes les meilleures pratiques dans le monde sur les différents continents. Et ça a cité le cas d'étude de l'Himachal Pradesh comme un bon exemple. Donc, nous voyons ce livre, cette brochure, une manière de faire apprendre à les autres comment utiliser nos systèmes.
Nous avons le marché, l'agriculteur, la communauté. Mais le plus important, l'aspect le plus important, c'est l'État. C'est un projet pilote de notre gouvernement. Ils veulent lier toute notre région d'ici 2022 et tous les différents systèmes alimentaires. Donc, merci beaucoup. J'ai essayé de conclure ma présentation à temps. Donc, oui, s'il y a des questions du public, s'il y a eu des problèmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email, par exemple. Si je regarde le chat, je vois une question qui dit « Est-ce qu'il y a des opportunités pour des personnes qui viennent en Inde pour travailler avec les agriculteurs et apprendre de ces agriculteurs, comme ça ils puissent rentrer chez eux ?» Ça, c'est une question de Lukarnak et ma réponse est oui. Mon État est devenu un endroit qui accueille beaucoup de personnes qui viennent pour vivre et travailler avec nos agriculteurs, pour voir comment ces principes agricoles puissent être mis en œuvre sur les terres. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu. Il y a une autre question. Merci beaucoup, professeur Chandel, pour votre présentation et j'espère que votre région va rester comme un très bon exemple de comment on peut transformer un système alimentaire vers un système alimentaire durable. Vous avez très bien démontré que c'est très important d'avoir du vrai leadership. Vous avez très bien expliqué la question du besoin d'apprendre, mais aussi d'échanger les expériences, non seulement entre les agriculteurs, mais aussi entre des décideurs politiques, des chercheurs et des différentes parties prenantes. Donc, il y a des options. Il y a une deuxième question, et puis je propose qu'on garde les questions pour notre session de discussion plus tard. Pardon. Est-ce que je peux répondre aux deuxièmes questions? Oui, si vous voulez. Ou on peut en revenir plus tard. La question dit, est-ce que vous pensez que mettre tellement d'importance sur la technologie est une bonne idée? Je trouve que les personnes ne sont pas connectées aux producteurs à cause de la technologie. Oui, je suis d'accord. Mais la priorité est de transformer ces systèmes en ligne parce que la transparence et la traçabilité sont les aspects clés ici qui vont changer la donne. Donc, les systèmes technologiques sont vraiment, les systèmes informatiques sont notre priorité. Merci beaucoup, professeur, et on se voit dans la deuxième partie de cet événement. Notre prochain orateur est Monsieur Alex Wakuba. Il est le commissaire pour la production des cultures, dont le ministre de l'Agriculture en Ougande. Aujourd'hui, il a beaucoup contribué au développement de la politique agricole de son pays.
la plupart des agriculteurs et les petits exploitants en Ouganda, parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup d'engrais, pourraient transformer leur système alimentaire vers des systèmes alimentaires durables. Donc, Monsieur Wakuba, est-ce que vous pouvez expliquer à nous aujourd'hui comment l'Ouganda a une politique tellement compréhensive et comment est-ce que des autres pays et des pays africains puissent apprendre de votre expérience? Monsieur Lakuba, nous avons un petit problème technique, nous ne vous entendons pas. Pouvez-vous activer votre micro, s'il vous plaît? Normalement, nous devrions vous entendre très bientôt. Je suis navrée, nous ne vous entendons toujours pas. Essayons à nouveau. Bon, il semblerait que nous ayons un petit problème technique avec Monsieur Lwakuba. Peut-être qu'en attendant, vous pouvez essayer de résoudre ce problème technique et je propose de passer au troisième orateur et nous reviendrons vers vous, Monsieur Lwakuba, lorsque vous aurez résolu votre problème technique. Désolé. Les dangers du direct. Je vais repasser donc en Europe, au Danemark plus spécifiquement. Notre orateur est Monsieur Paul Holmbeck. Il était le directeur de Organic Denmark pendant 8 ans, qui est devenu l'une des ONG principales dans le monde, dans le secteur de l'alimentation biologique, et qui a joué un rôle pour faire du Danemark le pays ayant les dépenses per capita les plus élevées sur l'alimentation biologique dans l'Union européenne, grâce à un cadre politique avec les bons incentifs pour le biologique. Donc, il a beaucoup travaillé dans le groupe de pression professionnel, dans les plans d'action biologique et dans les formulations politiques. Il est maintenant le directeur de Holmbeck EcoConsult. Il conseille les décisionnaires au gouvernement, dans les affaires et dans les ONG du monde entier. Alors, Paul, comment pouvons-nous concevoir des politiques qui soutiendraient l'agroécologie et le biologique dans un environnement européen avec un cadre politique aussi fort que la politique agricole commune de l'UE? Merci. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que l'on pourra écouter Alex parce que sa présentation est très intéressante. Donc, bonjour du Danemark. Je vais vous partager mon écran. J'espère que tout le monde voit cet écran. Je vais vous faire part de leçons du Danemark. J'espère qu'elles vous seront utiles. Elles vous montreront comment la politique biologique et la mobilisation des ONG ont été des moteurs pour développer l'agriculture biologique et pour les avancer sur le marché. Je vais commencer par des résultats de notre politique au Danemark, des leçons de l'élaboration et la mise en œuvre de politique. Tout d'abord, quoi? Donc des exemples de politique sur le biologique au Danemark. Et puis, comment les alliances, les efforts de pression et la participation dans le processus législatif. Je vais vous expliquer comment construire des alliances transformatrices et des infrastructures. Et pour les décisionnaires politiques, je vais me concentrer sur le rôle clé des ONG biologiques. En tant que partenaire du gouvernement et en tant qu'agent de changement, en tant qu'outil pour les gouvernements sur le marché, sur le terrain. Le Danemark est un meneur dans les ventes de produits biologiques. 12% du marché total, c'est 2 à 4 fois plus qu'aux États-Unis, par exemple, ou que les plus grands pays d'Europe. Le potentiel est encore plus grand. Notre biologique est connu de 99% des Danois.
Et 80% des Danois achètent de la nourriture biologique. Plus de 50% achètent de la nourriture biologique chaque semaine. Un grand nombre de produits normaux, quotidiens, du lait aux œufs, aux légumes, aux huiles. 30 à 50% de la part de marché en produits biologiques. Dans d'autres domaines, nous avons des parts de marché moins importantes, mais qui augmentent encore. Le bœuf, le porc, le fromage, par exemple, où les consommateurs biologiques sont les meneurs. Ce sont les meneurs surtout dans les régimes plus végétariens, n'est-ce pas? Pendant la crise de la Covid, nous avons connu des augmentations dans le marché total de 14%. Donc, le produit biologique, ce n'est plus une niche au Danemark. Ils deviennent la norme. C'est l'avenir de l'alimentation. Des produits comme les bananes, par exemple, disparaissent dans leur forme traditionnelle ou conventionnelle. Bientôt, on ne va vendre plus que des bananes biologiques. Les exportations ont augmenté de 12, donc elles se sont multipliées par 12. Les services alimentaires, j'y reviendrai, le développement a aussi été radical, une multiplication par 5 depuis 2010. Et il y a eu une croissance et de l'innovation sur les fermes, également encouragée par les politiques et par les ONG biologiques. Les surfaces, les superficies de culture ont doublé depuis 2007. 25% des œufs produits sont biologiques, 40% des légumes sont biologiques. Les agriculteurs biologiques gagnent plus que les agriculteurs conventionnels et nous avons des efforts de recherche décentralisés, sans silo, dans toutes les universités du pays. Et les produits biologiques sont les meneurs dans l'innovation avec de nouvelles solutions pour la fertilité des sols, pour le bien-être animal, etc. À tel point que le président du Danish Food and Agriculture Sector a dit le secteur agricole biologique est un moteur d'innovation. Et rien ne s'est passé tout seul. Ça a été une coopération étroite entre les agriculteurs biologiques, les entreprises, les associations et les décisionnaires politiques et le secteur de la vente au détail. C'est cela qui a permis cette évolution. Donc, une politique biologique active pour pousser la croissance sur le marché. Le gouvernement a adopté un objectif pour doubler à nouveau la superficie de surface agricole, de production agricole, doubler le marché d'ici à 2030. Et la recherche montre aussi que ce sont les ONG biologiques qui sont les catalyseurs de la réussite du biologique. C'est le moteur de la coopération et des partenariats qui mobilisent les entreprises, les législateurs et les consommateurs. Alors, commençons par le quoi. Quelques exemples. Nous avons eu un équilibre de bâtons et de carottes. Donc, pour la production, la carotte. La production, par exemple, des chèques de conversion, des formations, la démonstration de bonnes pratiques, les paiements de conversion, qui sont assez bas au Danemark par rapport à d'autres pays, mais qui sont tout de même importants. Et puis l'innovation, la recherche et aussi la recherche locale. Le nom, en danois, on dit vinske pour la science, et cela signifie création de connaissances. Et la plupart des créations de connaissances se font dans les fermes biologiques elles-mêmes. Cela a été soutenu avec de nouvelles subventions. Et puis, la construction de capacités des ONG pour le système de consultation et pour les activités d'innovation. Du côté marché, l'importance de la construction de capacités des ONG, n'est-ce pas, pour toutes les activités de marché, la coopération avec la vente au détail, le renforcement des compétences dans les entreprises, des accords d'achat public, donc des appels d'offres publics qui promeuvent le biologique, l'innovation de produits, la promotion des exportations et la conscience des consommateurs via le logo. Quelques exemples. Un outil très efficace était les chèques de conversion. Un agriculteur reçoit des conseils sur la conversion vers le biologique, une image de l'aspect de leur ferme en tant que ferme biologique. Ça a été un facteur de motivation même pour les agriculteurs les plus sceptiques, à tel point que nous avons des partenariats maintenant avec 29 municipalités.
Nous nous rendons dans ces municipalités, nous proposons les chèques de conversion à tous les agriculteurs dans les domaines où ils veulent protéger la nature et les ressources en eau. Un autre outil, pour lequel nous remercions nos collègues ougandais, est les écoles Barnenfield, où des groupes d'agriculteurs passent de ferme en ferme et parlent de défis spécifiques ensemble, santé des animaux, fertilité des sols, etc. Nous y avons travaillé avec nos organisations partenaires en Ouganda depuis des années. Donc nous avons ramené cela au Danemark maintenant. Ce sont devenues des écoles Barnenfield, donc des écoles sur le terrain. Puis, pour promouvoir la coopération de la chaîne de valeur, nous avons eu une équipe de développement produits mobiles. Nous avions des experts en développement de produits qui travaillaient avec les agriculteurs, les acheteurs, pour développer de nouveaux produits de qualité basés sur d'anciennes variétés de maïs, sur une petite île qui est passée à 100% au biologique. L'un des exemples du rôle des ONG en tant qu'outil politique, et l'un des exemples les plus intéressants, c'est le rôle d'Organic Denmark pour pousser à la croissance dans le secteur de la vente au détail. En tant que représentant des producteurs, Organic Denmark travaille avec les grands PDG de la vente au détail. Nous travaillons avec tous les acteurs de la vente au détail au Danemark. Nous les aidons à étendre les assortiments de produits, à mieux présenter les produits dans les magasins et à mieux communiquer avec les consommateurs. Le résultat est une spirale positive dans les ventes, une spirale dynamique qui va vers les consommateurs. On le voit, ils sont rendus plus visibles. Il y a aussi un soutien politique pour faire venir les consommateurs vers le biologique. Nous avons nos marchés de la moisson, donc des marchés dans lesquels les agriculteurs vendent directement aux consommateurs. Et nous avons maintenant multiplié le nombre de fermes biologiques par 4 de fermes biologiques qui vendent directement aux consommateurs. Et puis, nous avons aussi les journées biologiques où l'on peut voir les vaches dans les prés après un long hiver. 250 000 Danois s'y rendent chaque année. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais nous sommes un petit pays. Donc, c'est environ 5% de la population qui vont dans les fermes biologiques chaque année. Au Royaume-Uni, cela représenterait 3 millions de personnes qui se rendraient sur les fermes biologiques chaque année. Nous avons aussi l'initiative d'exportation, partiellement soutenue par le gouvernement, partiellement soutenue par les entreprises alimentaires. 20 à 50 entreprises qui travaillent ensemble. Et puis, je voulais aussi décrire toutes ces stratégies. Qu'est-ce que cela signifie pour quelque chose comme les carottes, par exemple? Notre stratégie du secteur biologique sont devenues des politiques danoises. Nous travaillons à tous les niveaux. Le niveau des fermes, le niveau des exploitations, le niveau des entreprises alimentaires qui sont aidées avec des informations sur le marché pour mieux travailler sur le marché, travailler avec de nouvelles variétés, etc. Puis nous travaillons sur toutes les possibilités de vente et nous travaillons jusqu'au consommateur. Alors le résultat, c'est que nous détenons maintenant la moitié du marché pour les carottes. Donc la politique biologique fonctionne et peut encourager ce type de développement. Là, ce qui est important ici, c'est le pourquoi. 10 de nos 11 partis politiques au Parlement nous soutiennent. Pourquoi? Parce que les produits biologiques permettent d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous contactons les dirigeants politiques selon leurs valeurs. Certains les soutiennent en raison de la création de l'emploi, de la croissance verte, et pour d'autres, il s'agit de l'environnement. Pour d'autres, il s'agit du bien-être animal ou de la création de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités pour les agriculteurs. Ensemble, cela signifie qu'il y a un besoin de développement de politique agricole biologique. Et notre approche envers tout l'écosystème organisationnel est la même. Nous avons une coopération étroite
avec les organisations travaillant sur l'environnement, le climat, le bien-être animal, les agriculteurs, mais aussi les syndicats qui représentent les personnes travaillant dans les fermes, dans les usines et dans les cuisines publiques, dans les cantines publiques. Nous travaillons avec eux pour améliorer leur travail et leur compétitivité. Dernier point. Comment? Quelques éléments clés de succès. J'ai parlé de l'équilibre entre les stratégies, j'ai parlé de la construction de capacités dans les ONG biologiques pour devenir un moteur dans le changement. Il y a aussi une plateforme large pour la participation. Très tôt, nous avons créé un conseil de l'alimentation et de l'agriculture biologique, enraciné dans le mouvement biologique, mais avec également des intérêts environnementaux, des consommateurs, des intérêts conventionnels plus représentés. C'était une plateforme très vaste. Deux éléments essentiels en termes de capacité politique étatique. D'abord, des placements à haut niveau au ministère, donc le travail a été placé haut dans le système, et puis une unité consacrée biologique qui travaillait constamment. Une autre caractéristique unique par rapport à mon travail dans d'autres pays, c'est le degré à quel point nous avons intégré la politique biologique en tant qu'outil dans d'autres politiques vertes. À chaque fois qu'il y a eu une politique pour la biodiversité, pour l'eau, pour le développement de l'agriculture, pour la croissance verte, pour les exportations vertes, nous avons intégré le biologique en tant qu'outil positif. Aujourd'hui, le défi est de créer des vrais changements qui permettent d'avoir un marché plus juste, d'avoir des frais verts plus élevés pour que le coût de l'agriculture conventionnelle soit reflété. Désolée, je ne veux pas vous interrompre, Paul, mais vous avez quelques secondes pour conclure. Donc, nous avons créé ces plans d'action. Et puis, le dernier exemple que j'aimerais vous donner, c'est le soutien politique et la mobilisation des ONG pour du bio à 60% dans les cantines publiques. C'est un bon exemple. D'un côté politique, un objectif national a permis de créer la concentration de l'énergie autour de cet objectif de 60%. Copenhague est déjà à 90%. Beaucoup d'entre-villes ont atteint cet objectif. Financement, soutien pour les villes, pour l'enseignement. Et un label aussi qui permet de créer une certaine fierté lorsque les cantines ont atteint l'objectif. Et puis, de l'autre côté, garantie pour l'approvisionnement, s'assurer que les produits sont là lorsque le secteur public en a besoin. Donc, des écoles biologiques pour les services, les compagnies de services alimentaires, et puis des formations dans les cantines. Et quel a été le résultat? Non seulement un passage au biologique, mais aussi un objectif durable. Moins de viande, plus de légumes, de la nourriture saisonnière, donc des repas sains, biologiques et écologiques avec le même budget. On en est très fiers. Et donc, nous l'avons célébré avec de grands posters, avec ceux qui ont fait de Copenhague une capitale du bio. Donc, la transition, c'est autonomiser les personnes à utiliser leurs compétences, à travailler ensemble pour pousser vers la transition verte. Merci beaucoup. J'espère que certains de ces points ont été utiles pour vous. Vous pourrez trouver plus d'informations sur ma page web et aussi avec le Policy Forum for Change. Merci. Merci beaucoup, Paul. C'était très bien d'entendre l'exemple du Danemark comme un pionnier qui soutient l'agriculture durable avec des politiques qui sont inclusives et holistiques. Donc, l'approche danoise est très moderne. Qui nous montre le chemin pour comment créer un environnement propice pour la durabilité. Je propose que plus tard dans la discussion de panel, vous pouvez répondre aux questions et on va retourner à Alex maintenant. Alex, le commissaire pour la
les cultures en Ouganda. J'espère que cette fois-ci, on va vous entendre, Alex. Je crains que nous avons toujours les mêmes problèmes techniques. Est-ce que votre micro est bien allumé en bas à gauche de votre écran? Il faut activer le micro. Alex, est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Avant, nous pouvions vous entendre, donc c'est vraiment dommage. Mais je suis sûre qu'on peut régler le problème. Ah oui, maintenant on peut vous entendre. Oui, j'ai bien fait ça. J'ai allumé mon micro. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, la parole est à vous. Donc, vous avez 10 à 12 minutes pour nous présenter votre exemple sur l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez m'entendre? OK, il me reste 10 minutes avant le panel. Donc, merci beaucoup. L'Ouganda va se concentrer davantage sur l'agriculture biologique. Et maintenant que nous avons notre politique, cette nouvelle politique, nous avons aussi plus de la connaissance. Et nous allons avoir davantage d'acteurs biologiques en Ouganda. Et nous allons aussi accroître notre volume des exportations. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Malheureusement, ma connexion est un peu lente. C'est un problème avec ma connexion d'Internet, malheureusement. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à écrire cette nouvelle politique? C'était la demande mondiale, mais aussi que les consommateurs veulent l'alimentation et des régimes qui n'ont pas des chimiques ou des chimiques qui ne sont pas biologiques. Cela nous a poussé à écrire cette politique biologique. Nous avons des opportunités en Ouganda. Nous avons 210 000 agriculteurs qui sont certifiés comme biologiques et cet nombre va augmenter. Il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup d'opportunités en Ouganda. La plupart des agriculteurs produisent biologiquement et respectent les normes et les certifications. Quand nous avons écrit cette politique agricole, nous n'avons pas des quotas. On a un volume de produits illimité qui doivent pénétrer les marchés européens et américains. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et donc, l'Ouganda est dans la position de pouvoir produire davantage. Le problème que cette politique doit adresser, c'est la baisse de production. Et que nous avons des petits exploitants. Donc, il faut vraiment adresser les problèmes de régularisation. Et c'est ça que cette politique essaye d'adresser.
il n'y a pas beaucoup de connaissances du problème et beaucoup du travail a été mené par le secteur privé. Il faut aussi avoir de recherche. Il n'y avait pas beaucoup de coordination avant. Et tout cela nous a poussé à faire cette politique. On a commencé à le développer en 2004. Ça nous a pris presque 16 ans d'achever cette politique. Et ça a été approuvé le 29 mars 2019 et ça a été lancé en novembre, en septembre de 2020. Maintenant, nous avons entamé la dissémination de la mise en œuvre de cette politique dans l'ouest du pays et la semaine prochaine, on va le faire dans le nord du pays. La politique cible tous les niveaux du leadership politique. Sur la pêche, l'agriculture et aussi le ministère pour le commerce. Et ça veut aussi cibler les instituts de recherche et des commodités comme le coton, le café et le secteur privé et le mouvement agricole national et des autres organisations de la société civile. Nous aimerions nous concentrer sur le potentiel du pays et nous avons une vision très forte d'avoir une politique agricole durable. Et les politiques vont être alignées avec des politiques macroéconomiques. Les objectifs du politique se concentrent sur la recherche et les technologies, la production, le marketing, la fin, la certification, la régularisation et la conservation des ressources naturelles. Il y a 7 différentes zones politiques. Premièrement, la dissémination. Deuxièmement, promouvoir des formations. Troisièmement, augmenter la production et le soutien technologique. Le quatrième, c'est le stockage. Le cinquième, c'est la certification, régularisation. Le sixième, c'est le développement du marketing et la production. Et le dernier, c'est l'utilisation durable des ressources naturelles et la préservation de la connaissance indigène. Et puis, le respect pour le changement climatique, ou la lutte contre le changement climatique. Donc, pour la mise en œuvre, Alex, je suis tellement désolée de vous interrompre. Monsieur Boucaud, est-ce que vous pouvez m'entendre? Les appropriations du gouvernement, le secteur privé, les organisations de société civile et des contributions individuelles. Donc, la leçon que nous a pris, c'est que dû à un manque de financement, je pense qu'on a perdu Alex. J'aimerais inviter nos participants à nous rejoindre pour la deuxième partie de notre session. Vous allez voir un lien pour la réunion Zoom. Donc, veuillez nous rejoindre avec nos 3 panélistes qui viennent du Danemark, l'Inde
et l'Ouganda, et ils vont répondre à les questions que vous avez levées dans cette session. Et vous auriez aussi l'opportunité de demander d'autres questions. Donc, on va se voir dans la session Zoom. Le lien est dans le chat. Et pour toute personne qui ne puisse pas nous joindre, merci beaucoup d'être venu ici à cette première partie. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit pour la deuxième partie dans le lien Zoom. Merci.